Bonjour et bienvenue dans encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech, 2 fois par mois. Alors Rémi, déjà, comment ça va? Eh bien écoute, ça va. Après un démarrage en trombe de cette deuxième saison avec une invitée spéciale, je peux dire que on a un peu raised the bar, comme disent nos amis Exact. outre-Manche. Et on a eu des bons retours de cet épisode avec Audrey. Donc Mhm. en tout cas, voilà, si le format vous a plu, continuez de nous le dire. Et puis, soit on la réinvitera, Ouais. soit on invitera d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, on est plutôt content de tester de nouvelles choses. Et donc, on est revenu pour un épisode un petit peu plus conventionnel cette semaine. On a des beaux sujets, Mhm. aussi intéressants que variés. Du coup, Rémi, de quoi on parle aujourd'hui? 3 sujets, dont un dont on risque d'entendre parler encore un petit peu longtemps. Ce sujet, c'est le métavers. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la prochaine évolution d'Internet, de nos échanges? Est-ce qu'on va être projeté comme dans Matrix, dans un monde virtuel dominé par les machines? Nous en parlerons. Ensuite, comment l'économie de l'abonnement s'étend à de nouveaux territoires, avec l'exemple du Google Pixel Pass ou de l'automobile. Et le troisième sujet, un outil que j'espère nous pourrons tous utiliser, qui va nous simplifier la vie, Dropbox, qui simplifie la gestion de nos dossiers. Ok, bon, bah écoute, c'est un programme plutôt éclectique. Du coup, écoute, je te propose de commencer par le gros morceau. Je sais pas si tu as remarqué, mais il s'est passé un ou deux trucs du côté de Facebook ces dernières semaines, ou Ex- devrais-je plutôt dire Meta. Exactement. Facebook Incorporated, donc la maison mère qui regroupe à la fois Facebook, mais aussi WhatsApp, Oculus, l'éditeur, même l'entreprise qui produit des casques de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Messenger, Instagram, et pas mal d'autres petites dont on ne parle pas souvent. Mais voilà, qui deviennent du coup, au lieu de Facebook Inc., deviennent Meta, MVRS en bourse, soit Metaverse. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce méta? D'où ça sort? Qu'est-ce que ça change? Et c'est quoi la raison de ce changement de nom? Oh là Qui là. est pas sans rappeler le changement de Google il y a quelques années, hein, on le sait plus, on le sait presque pas parce qu'en fait On on l'utilise continue de pas en parler de fait. Google, Ouais. mais en fait Google a changé de nom également il y a quelques années en s'appelant Alphabet. Et d'ailleurs c'est le nom qu'il a en bourse, hein, si je dis pas de bêtises. Mm. Et voilà, pour avoir une société un peu chapeau et d'avoir les différentes sections derrière. Mais donc là, qu'est-ce qui se passe avec Meta? Alors Meta, les esprits chagrins un petit peu comme moi diraient que c'est une manœuvre habile, ou pas du tout habile d'ailleurs, de Mark Zuckerberg pour faire oublier toutes les casseroles qui se traînent et qui commencent à vraiment s'accumuler depuis quelques années. Ça a commencé il y a bien longtemps, en 2016 ou 2017, suite au scandale Cambridge Analytica, qui révélait qu'en fait, une très large audience des électeurs américains avait été subi des fake news et avait Influencé. réussi, ouais, à influencer directement par Facebook pour voter, donc de façon très négative. Et depuis, ça s'enchaîne. Pas mal dernièrement, on a eu les révélations des Facebook Files, sur lesquelles on a appris que Facebook savait l'influence très négative qu'ils avaient sur les adolescents depuis au moins 2 ans, parce qu'ils avaient fait des études en interne pour voir quel était cet impact, et avaient révélé notamment que sur Instagram, beaucoup d'adolescentes en particulier étaient impactées négativement par tout ce qu'elles voyaient dessus. Et la réponse de Facebook, ça a été de ne rien faire. Et ça continue à s'accumuler, donc on pourrait se dire, tiens, Facebook, on va changer de nom, comme ça les gens ils vont oublier, ils vont se dire, non, non, mais ça c'était Facebook, c'était avant, maintenant on est Meta, ça change. Donc ça, c'est une petite part de ma vision. Et l'autre part qui, je pense, est quand même enfin, est quand même bien prégnante, c'est que Facebook est dans la réalité virtuelle. On va le voir après, qu'il y a un lien très fort avec le métaverse. Depuis le rachat d'Oculus, il y a quelques années maintenant. Donc, on peut penser que voilà, c'est une prolongation, c'est la suite d'un mouvement continué pour évoluer, faire évoluer ce qui est, actuellement, c'est le plus gros réseau social du monde, mais n'empêche qu'il commence à se faire bouffer des parts de marché par des nouveaux venus comme TikTok. Et là, l'idée, c'est peut-être d'aller un peu plus loin, de se dire,
c'est quoi la prochaine étape de l'humanité pour les échanges, le gaming, les achats en ligne, etc. Et c'est peut-être le métavers. Donc, allez, on y fonce. Et tiens, d'ailleurs, cette année, on va investir 10 milliards de dollars, rien que ça, et embaucher, je crois, sur les 5 prochaines années, 10 000 personnes en Europe pour travailler uniquement sur ce métavers. Ok, Donc, c'est du lourd, hein, c'est du lourd c'est tout du lourd. ça. Ouais, ouais. Comme tu le dis, c'est vrai, hein, enfin, le timing est quand même un peu, on va dire, suspect. On peut pas dire ça. Après, j'ai beau vraiment avoir une opinion très, très, très défavorable de Facebook. Mais en fait, il faut quand même avouer que Zuckerberg, euh, il a quand même la vista pour anticiper l'étape d'après, que ce soit en rachetant des concurrents, on l'a vu, hein, aujourd'hui, les jeunes, non, les gens Les ont jeunes, même beaucoup migré, nous, les vieux, oui, nous, bien sûr, on utilise ont beaucoup, Instagram, oui, oui. non, mais ont beaucoup migré leurs usages, du coup, effectivement, de Facebook vers que ce soit juste Messenger ou Instagram ou WhatsApp. Et donc, bah, c'est des réseaux que Zuckerberg a rachetés vraiment en mode, il y croyait et presque sans autorisation même du board et tout. Donc, il a vraiment cette capacité, je trouve, à anticiper les mouvements et finalement être capable d'investir et pour éviter de se faire dépasser, parce qu'il a bien compris que Facebook, tout comme MySpace à l'époque ou d'autres choses, à un moment donné, ça a une période, c'est des vagues, et donc à un moment donné, effectivement, si tu mises tout et que là-dessus, bah en fait, tu vas à un moment donné mourir tout simplement parce que tu vas être dépassé. C'est l'erreur que font beaucoup d'industries, hein, qui du coup attendent de se retrouver dos au mur pour agir et investir. Là, on peut pas reprocher ça à Facebook, c'est que bah, ils ont anticipé la vague des messageries instantanées et la vague de voilà, l'impact que pourrait prendre Instagram, tout en faisant évoluer leur produit cœur qui est Facebook. Mais voilà, en tout cas, il y a l'étape d'après. Et puis effectivement, là, comme tu le disais, le timing, il est quand même suspect parce que tu as quand même une grosse impression de diversion. Mm. Dire, ok, voilà, il faut qu'on parle de nous pour autre chose que toutes les casseroles qu'on se traîne. Et je pense qu'on se fera quand même un épisode vraiment sur le Oui, c'est sujet pas une parce idée, que ouais. j'ai lu un livre super intéressant Ah. cet été là-dessus, qui justement explique à quel point vraiment Facebook est un fruit pourri de l'intérieur et qui savent et qui font, voilà, tu peux être à peu près certain qu'à chaque fois qu'ils ont l'occasion de faire quelque chose, bah, ils font l'inverse, en privilégiant toujours le business, et que ça peut avoir même des coûts humains. Donc vraiment, il y a c'est vraiment des grosses casseroles, et ce qui sort n'est que une partie de tout ça. Et à côté de ça, effectivement, il y a quand même une anticipation avec le rachat d'Oculus, Mm, où je sais pas pour toi, mais moi à l'époque quand ils l'ont racheté, je voyais pas trop la connexion avec Facebook. Et donc, bon, ils ont itéré, et puis cet été, Zuckerberg a été un petit peu plus précis ouais. en introduisant un peu la notion de métaverse. Alors, c'est pas une notion nouvelle, mais en tout cas, voilà, ils l'ont remis au goût du jour. Et ils commencent déjà à se faire un petit peu rattraper par Microsoft et Ouais. par voilà, d'autres acteurs qui commencent à faire des annonces dans ce sens-là, en se disant que c'est peut-être le the next big thing, et voilà, à la fois dans le collaboratif, à la fois dans le social. Et donc, c'est pour ça qu'ils mettent vraiment beaucoup de billes dans le métavers. Mais du coup, c'est quoi le Ah, métavers, mais j'allais Rémi? te poser la même question, mince. Je te propose qu'on donne chacun notre vision. Euh, pour moi, alors, à titre personnel, et après je ferai la vision de Mark Zuckerberg, si tu veux. Oh, tu Euh, l'as? je l'ai. Enfin, c'est très très vague, mais en tout cas, connaissant Facebook, etc., on peut avoir quelques idées de ce que ça va être. Euh, le métaverse, pour moi, c'est une sorte d'univers virtuel, donc une duplication de notre monde réel dans lequel on va pouvoir jouer, faire du shopping, aller au cinéma, on va pouvoir bah, travailler éventuellement, faire un petit peu bah, plein de choses. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ready Player One de Spielberg, qui présente un métaverse. Et pour moi, une des grosses fonctionnalités du métaverse, c'est comme Internet en fait. C'est ouvert et n'importe qui finalement pourrait créer un univers dans ce métavers. Donc par exemple, peut-être, je sais pas, moi je suis fan de cinéma. Demain, j'ouvre ma salle de cinéma virtuelle et puis les gens, via leur navigateur, bah, tac, ils peuvent y aller en réalité virtuelle, ils retrouvent leurs copains, c'est génial. Euh, et comme Internet, on peut utiliser bah, différents navigateurs, donc Chrome, Safari, Brave, Firefox et d'autres, pour accéder finalement à la même chose. Et donc, c'est ça que moi je trouve assez intéressant, c'est que finalement, notre avatar, on pourra avoir tout le temps le même, et quel que soit le service dans lequel aller, on ira,
il sera toujours reconnu parce qu'il y aura des standards et qu'on sera libre en fait d'aller de l'un à l'autre. Donc une multitude d'acteurs, d'entreprises, d'ONG, de gouvernements, pourquoi pas, on pourrait aller à l'ambassade si on fait un visa, qui sont interconnectés tous les uns aux autres et dans lequel on pourra se balader. Et donc ça c'est ma vision. Est-ce que toi, c'est quoi, Craig, toi, Et quand t'entends écoute, métavers? la compréhension que j'en ai en tout cas, et puis les vidéos qu'on en a vues, vont effectivement dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce serait vraiment le côté réalité virtuelle. T'as un casque sur la tête, quoi, et quelque part tu peux accéder à différents services, Mm. avoir des conversations, des jeux, regarder des films. Donc en fait, tout ce que tu fais sans casque aujourd'hui via un navigateur ou un smartphone, mais avec un casque et probablement une expérience un petit peu différente et une immersion, c'est clair, beaucoup plus importante. Mm, mm. Alors je sais pas toi, mais moi ça me terrifie complètement. J'ai une partie de moi qui a quand même envie de tester, mais je me dis que c'est un truc qui va encore plus nous enfermer dans des bulles, nous refermer sur nous-mêmes sous prétexte de faire de la sociabilisation. Et j'ai en tête une image, tu as dû l'avoir passée, c'était, je sais plus à quelle Ah, conférence, et à il y avait, Vivatech il y a quelques années, et voilà, et on voyait avec Zuckerberg ouais. descendre une allée pour aller sur scène, et l'ensemble des personnes dans l'audience avaient des casques de réalité virtuelle. Et en fait, c'était vraiment terrifiant. Ouais. Et je me dis, ok, c'est ça du coup c'est ça le futur. Donc je vois bien des enjeux sur le collaboratif. Je vois bien, on en parlait en plus hein, Oui. dans un récent épisode, hein, quand on travaille en VR et que les opportunités que ça pouvait apporter. Maintenant, j'attends vraiment de voir, et je pense aussi que c'est un truc qui va avoir un impact, un marqueur fort générationnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui verront, enfin, il y a un sujet d'équipement, Mm. et puis il y a des gens qui ne seront pas à l'aise avec ça, qui auront des nausées, qui auront des, enfin, tu vois, et qui voudront pas un casque pour accéder à ces trucs-là. Et donc, comment ça va être, est-ce que ça va pas, comment dire, consister à finalement réduire vachement enfin segmenter le truc en fait, Mm, c'est-à-dire mm. d'avoir une partie de la population qui peut accéder. Aujourd'hui, un smartphone, tout le monde peut y accéder, tu vois, tout le monde comprend, tout le monde peut, t'as pas de barrière à l'entrée quelque part, très faible. Là, sur un truc comme ça, je la vois beaucoup plus haute la barrière à l'entrée, donc je suis curieux de voir ça. Mm, mm. Mais en tout cas, ils y croient, ça c'est sûr, Ouais. pour aller jusqu'à changer de nom, on n'est pas sur un petit side business, et donc, bah écoute, j'attends de voir, mais en tout cas, c'est à la fois intriguant, ça ressemble effectivement aux visions qu'on a du futur depuis des années Mm. avec la science-fiction, et tu citais l'exemple de Ready Player One. Et en même temps, je sais pas, il y a quand même un côté de moi que ça fait pas rêver. Donc, je sais pas, Et j'attends de voir, mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas terminé d'en parler. ouais, c'est clair. Mais justement, sur le côté, ça fait pas rêver. Moi, on mettra le lien dans la description, mais du coup, Mark Zuckerberg a fait il y a une présentation lors du changement de nom avec des démonstrations de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et franchement, moi, ça me fait absolument pas rêver. Donc déjà, en premier lieu, c'est pas très beau, enfin voilà, ça fait pas rêver. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des choses que font. Il y a un moment où en fait Marc rejoint ses copains dans une navette, dans une station spatiale et il joue aux cartes avec eux. Et il y a des personnes qui rebondissent comme ça, qui passent par-dessus lui. Et ça, bah, concrètement, comment on fait en fait? Est-ce qu'il a une manette et il a appuyé pour sauter par-dessus, mais du coup, pourquoi il ferait ça? À part, enfin, visuellement, c'est sympa, mais en fait, ça pose plein de questions. Côté utilisateur, finalement, comment est-ce qu'elle va être là? Tu as cité l'exemple des casques. Les casques, bah, minimum, si on veut un casque de qualité, je crois que c'est 300 € minimum Ouais. à l'entrée. Et c'est pas des casques de folie, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Donc, ensuite, à ça, il faut ajouter un PC qui soit relativement puissant. Donc ça pose plein de questions comme ça où effectivement, il y a plus autant les smartphones, on peut en acheter peut-être à 50 € maintenant. Bon, ça va être du bas de gamme, mais n'empêche, vous pouvez accéder à Twitter, Facebook, Internet. Là, ça fait une grosse barrière à l'entrée, quoi. Donc, Ah, ouais, effectivement. je pense que les PC, ça va plus rester un problème Oui. très très longtemps, Mm, à mm. mon avis, puisqu'ils ont déjà une version, je crois, du casque Oculus qui fonctionne sans PC. Oui, c'est vrai. Mais donc je pense que plus ça va aller, plus ça va se miniaturiser, et plus effectivement tout va passer effectivement du streaming, et Mm, en vrai, tu n'auras plus besoin de la puissance d'un PC et de tous les câbles et tous les capteurs comme tu peux avoir aujourd'hui. Donc je pense vraiment que tu seras sur quelque chose de portable, mm, mais par contre, voilà, en termes d'isolement, en termes mm. de... Enfin, quand tu vois en fait comment aujourd'hui, ne serait-ce qu'un téléphone, alors Ouais. que ça a une toute petite surface, ça peut isoler des gens, et tu leur parles et ils sont pas là en fait, tu vois.
Si en plus ils ont un truc sur la tête, pouah, Ah là, ça c'est déconnecte complètement, ouais. Oui, c'est clair. donc ouais, ça me fait un peu rep quand Ouais. même, hein. Ça me fait un peu rep, mais écoute, à suivre. De toute Mmh. manière, j'ai l'impression que ouais, on va en entendre parler, ils vont pousser fort dans cette voie-là, donc Ah oui, oui, et je pense qu'on va avoir, je lisais un article là ce week-end. Bah, déjà, là, il y a quelques jours, Microsoft a annoncé qu'ils allaient aussi mettre un gros coup de fouet là-dessus. Il y a quelques mois, c'est, l'éditeur Epic Games avec leur jeu Fortnite qui a, je crois qu'ils ont levé ah mince, je sais plus si c'est eux ou Sony qui ont levé 1 milliard de dollars pour justement, y aller à fond sur le métavers. mmh, Et, et en fait, à côté de ça, je disais un article sur le fait que la Chine commençait aussi à se mobiliser, parce que bon, ils vont quand même pas utiliser ce que les Américains ont fait, donc créer leur métavers. Donc, est-ce qu'il y aura une multitude de métavers à droite à gauche? On verra. En tout cas, moi, ma perception, c'est que on commence à en parler, enfin, on en parle depuis quelques mois maintenant, mais pour l'instant, on n'est pas prêt d'avoir des usages concrets et on a le temps de voir venir. Mais n'empêche que quand ça viendra, ouais, je suis assez d'accord avec toi. On va voir au niveau de l'isolement, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose ou est-ce qu'on va juste chacun se couper le plus du monde? Surprise. Rendez-vous pour la à saison 8 suivre. d'Encore un podcast tech. Exact, exact. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à ajouter sur ce sujet. De toute façon, comme Oh, tu dis, on on en en reparlera, reparlera. ouais, je pense. Mais bon, fallait en parler là cette fois-ci, quoi. Ok, bah écoute, je te propose de passer au sujet suivant du coup. Mhm. Alors, comment l'économie de l'abonnement s'étend à de nouveaux territoires? Yes, alors c'est pas à toi que je vais apprendre. On paye aujourd'hui, on passe notre temps à payer des abonnements. Si je prends juste les services de streaming, Ouais. tu peux avoir Amazon, tu peux avoir Netflix, tu peux avoir Canal, tu peux avoir OCS, etc., etc. Et tout ça, c'est démultiplié Mhm. parce qu'en fait, on est vraiment passé dans une logique d'abonnement à tout un tas de services. Et finalement, voilà, on n'achète plus les choses en one shot. On est vraiment dans des dépenses récurrentes pour accéder à des services. Alors, c'est pas nouveau, hein, l'économie de l'abonnement du tout, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que on la voit s'étendre à de plus en plus de marchés, de services. Et il y a deux articles qui sont tombés dans mon flux là, ces derniers jours, et du coup, je trouvais que c'était intéressant de les lier et de rebondir là-dessus. J'aimerais avoir ton avis. C'est justement l'abonnement. Alors, il y a Google qui a sorti un abonnement. Je ne sais pas s'il est dispo en France. Non, Google a sorti des nouveaux pixels. Je crois que tu es au courant. absolument. Il est à côté de moi au moment où on parle. Il faudra qu'on se fasse un débrief, que tu me racontes tout ça. Ça sera peut-être ta reco dans un prochain Ah, peut-être, épisode. peut-être. Pas bête. C'est vrai Euh, qu'on parle pas beaucoup de matos, ouais, ouais, carrément. c'est vrai. Et du coup ouais, effectivement, ils ont sorti des nouveaux téléphones Pixel et en fait, ils essayent d'y coller un maximum de services, puisqu'en fait, ils ont introduit, alors Google vend du matériel pour derrière te vendre du logiciel et de la pub. Et donc, bah, l'enjeu derrière, c'est te vendre un téléphone par abonnement et que derrière, tu aies tout un tas de services qui soient intégrés là-dessus. Et donc, ils ont créé ce qu'ils appellent le Pixel Pass. Et en gros, c'est un service par abonnement qui te permet à la fois d'avoir l'appareil et en même temps de bénéficier d'un certain nombre de services Google. Alors, les services, je vais te les citer, ils vont tout de suite te parler. Tout d'abord, un abonnement à YouTube Premium Mhm. qui te permet d'avoir accès à YouTube sans publicité, de pouvoir faire du offline, etc. YouTube Music également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Google One, non? on a. Hein? L'hébergement en ligne aussi, je crois. Exactement. Donc l'équivalent de Google Drive, donc Google One avec 200 gigas, je crois, de stockage. Et ton téléphone. Et tout ça finalement intégré dans un plan qui va entre 45 et 55 dollars par mois sur 2 ans, il me semble, qui te permet justement à la fois d'avoir ton téléphone et puis d'une multitude de services. Et c'est vrai que quand tu commences à mettre ça bout à bout, bah, moi Mm. aujourd'hui je paye du stockage sur Google Drive, je paye un abonnement sur Spotify, j'ai peut-être un besoin de ne pas avoir de pub sur YouTube. Et si tu veux, le fait d'avoir ça, plus le téléphone, plus le truc, ça commence à faire une proposition Mhm. intéressante. Parce que si je reprends juste les services de musique, donc moi je paye quoi? Je paye 10 euros pour Drive. Je paye 10 euros pour Spotify. Donc ça fait déjà 20 euros par mois.
tu vois, tes premiers abonnements, ils commencent à 45. C'est-à-dire qu'en vrai, le téléphone te coûte que 25 euros. Ouais. Et donc, et en plus, tu as d'autres services. Donc, en fait, voilà, je pense que ça commence à devenir intéressant d'un point de vue bundle. Et je trouve, voilà, je trouve la démarche intéressante, en tout cas, de la part de Google, sachant que tu peux encore augmenter le package si tu intègres le Google Fi, qui est, je crois, une sorte d'opérateur Ouais. qui est disponible plutôt aux États-Unis. Oui. Et du coup, voilà, plus tu prends de services et plus finalement ça te permet d'avoir un package intéressant. Alors, je crois que le téléphone ne reste pas à toi, hein, mais du coup, je trouvais que la manière l'approche de Google, qui est vraiment de coupler services et hardware dans un seul et même abonnement, en tout cas, je ne l'avais pas vu de cette manière-là sur un fabricant de téléphone auparavant. Il n'y a pas d'équivalent chez Google, chez Apple, par exemple, pour l'instant. Et si Euh, justement ouais. Apple il propose, parce que du coup moi j'ai acheté le nouvel iPad là quand il est sorti, il me semble que je pouvais en fait bundler Apple Music et Apple Plus. Hmm. Et après je sais pas si donne, enfin en France c'est clair que non, mais peut-être qu'aux États-Unis ils donnent la possibilité d'acheter comme ça sous la forme de, je sais pas, je paye 50 euros, j'ai l'iPhone plus plusieurs abonnements. Je sais que Alors, ce qui est pas hmm, dispo en France, c'est ils ont et ça m'intéresse. Ils ont un abonnement avec plein de magazines à l'intérieur. Et moi, j'aime bien lire les magazines. Apple News, ouais. Apple News, exactement. Et donc, un bundle comme ça, moi, c'est vrai que ça Hmm. m'intéresserait carrément, mais je sais pas s'ils le proposent sous le même Non, format, en en tout fait, cas, que ils le Google. proposent sous forme juste de service, Ouais, mais c'est pas lié à du ouais, matériel. voilà. Pas Donc encore. effectivement, tu as l'abonnement au stockage, Ouais, tu as l'abonnement à la musique, tu as l'abonnement à fitness aussi. ouais, Je crois que c'est à peu près tout. Et puis les news, oui, Apple News. Donc tu as, voilà, t'as quand même un bundle. Par contre, effectivement, tu n'as pas le matériel. Et ça, oui. je trouvais ça intéressant Ouais, c'est d'avoir clair, en plus bien le sûr. matériel. Parce que je sais pas toi, mais je compte plus le nombre de personnes qui sont à court de stockage sur leur appareil et qui, du coup, à un moment donné, doivent se retrouver à acheter du stockage, etc. Là, au moins, tu as tout intégré. Ouais. Et puis, tu n'as même pas, en fait, à gérer voilà, l'achat-revente de matériel. Voilà, tu sais que c'est un coût récurrent et que ça intègre un certain nombre de services. C'est un très très bon moyen d'encore plus t'enfermer Ah dans un bah, écosystème, c'est hein, clair. faut pas se mentir. Bon après voilà, moi mon avis a changé sur les écosystèmes et je pense qu'ils se valent à peu près tous aujourd'hui. Donc si en fait tu as un truc intégré qui limite la friction et que tu es content de ça, c'est ok quoi. Ah non, c'est sûr, c'est Et sûr. puis il existe des moyens de transférer les choses de toute manière. Donc non, en tout cas je trouvais l'approche de Google assez intéressante là-dessus. Et puis l'autre exemple sur le sujet, et là c'est moins nouveau, Hmm. c'est l'industrie automobile hein, qui commence vraiment à y aller fort sur les abonnements aussi, parce que voilà, ouais, les voitures deviennent des appareils connectés, et puis bah, on commence de plus en plus à y plugger un certain nombre de services, que ce soit des services d'assistance par exemple en cas de problème, d'assurance même parfois, hein, Tesla fait de l'assurance Mhm. par exemple, mais également des fois ça peut être simplement débloquer certaines fonctionnalités. C'est le cas aussi de Tesla sur Oui, la conduite autonome, où tu peux l'acheter soit one shot, soit vraiment avoir un abonnement mensuel. Et effectivement, puis ça peut être débloquer certaines fonctionnalités comme ouvrir ta voiture à distance ou accéder aux caméras, à certaines caméras de ton appareil, de ta voiture. Et donc, je trouve ça intéressant alors, je suis pas hyper chaud, hein, mais, mais du coup, on se rend compte qu'effectivement, comment dire, l'industrie auto également est en train de mettre un grand pied dans cette économie de l'abonnement. Je crois que je ne veux pas dire de conneries, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, BMW faisait payer pour accéder à CarPlay, par exemple, ou Android ah oui, Auto. ouais, C'était une option, tu vois, c'était pas genre ça, ils sont revenus heureusement un peu dessus. tant mieux. Mais du coup, effectivement, tu te retrouves avec également voilà, des options payantes mensuelles sur ta voiture. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te chauffe? Est-ce que tu serais prêt à payer pour un service soit en one shot, soit Mhm. récurrent pour ta voiture? Bah, en fait, il y a deux côtés. D'un côté, il y a l'idée que j'ai acheté ma voiture, toutes les pièces qui sont dedans, je veux pouvoir les utiliser. Donc, moi, ça m'est arrivé ouais, il y a quelques années. J'avais loué une voiture et je pouvais pas accéder au GPS parce qu'il fallait prendre l'option. Alors que le GPS, il est là, machin. Bon, du coup, j'ai utilisé mon téléphone. Heureusement qu'on vient de smartphone. Et ça me gêne un petit peu, mais
si ça permet de payer la voiture moins cher et que quand j'en ai besoin, je sais que, alors je sais plus si c'était Tesla ou une marque genre, BM ou Mercedes qui disait, bah, le jour où vous avez envie de taper des pointes sur l'autoroute, en Allemagne bien sûr, là où ce n'est pas, Bien sûr. limité, bah, là vous payez, je sais pas, vous rajoutez 10 € et vous avez droit à 100 kilomètres sur lesquels vous pouvez, aller, pied au plancher, ça va tracer. Là, franchement, je peux l'entendre, pourquoi pas, tu veux te faire plaisir ou d'autres services qui apportent un plus, mais uniquement si ça permet de réduire un petit peu le coût originel. Parce que après, tiens, ça me fait penser que là, on est en plein crise des semi-conducteurs et crise logistique au sens plus large du terme, où des fabricants, pareil, je ne sais plus lequel c'est, mais je crois que c'est Mercedes qui actuellement, si vous avez commandé une voiture neuve chez eux, ils vous la livrent, mais sans le GPS, qu'ils vous livreront un peu plus tard quand ils auront les pièces. Et ça, je En pense. kit alors, Pardon? Ouais. en kit. Ah, je pense que c'est eux qui l'installent, mais installé à scotch et tout. Soit ton GPS par la poste. Ouais, c'est clair, bah, peut-être. Et j'imagine que ça, c'est le genre de truc aussi qui va arriver de plus en plus, et donc peut-être que on va revenir sur l'ancien modèle sur lequel, bah, tiens, je te donne cette voiture, mais tu as payé pour tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je sais pas, on va voir, ce que ça va me dire. En tout cas, moi, quelque part, ça ouais, ça me gratouille un petit peu le fait d'avoir une voiture et de pas tout pouvoir utiliser. Alors je te rejoins là-dessus. Après, effectivement, il y a quelques cas d'usage où ça pourrait être intéressant. Je pense notamment, tu vois, demain, si tu as une voiture qui fait de la vraie voiture, de la vraie conduite autonome, Oui. et qu'en vrai, tu te rends compte que t'es pas admis tous les jours à faire des trajets qui nécessitent ça. Tu fais beaucoup de trajets en ville et donc t'as pas forcément. Et tu te dis, ok, bon là, c'est l'été, je vais faire Ouais, 2000 bornes. carrément. Ok, là, ça peut être sympa d'avoir l'option, Ouais. mais en fait, j'en ai pas besoin le reste de l'année, donc je vais payer 100 balles ou 150 balles et je vais avoir l'option pour 1 ou 2 mois, juste quand j'en ai besoin. Mmh. Et ça, c'est pas Ouais, mal, c'est sûr, c'est sûr. versus effectivement la même option qui coûte à l'achat aujourd'hui 10 000 euros, je crois quasiment hein, Mmh chez mh. Tesla. C'est ouf, 10 000 euros, c'est le prix d'une voiture, quoi. Mmh. Et donc, ouais, donc voilà, ça peut être intéressant dans certains cas de figure, mais je te l'accorde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus effectivement le côté, t'es pas bloqué à l'achat. C'est-à-dire, Oui, c'est vrai, c'est pas parce que c'est quand tu vrai. as acheté le truc, t'as pas pris l'option que tu pourras jamais l'utiliser. Mmh. Ça, je trouve cette approche intéressante parce que du coup, tu as le droit de changer d'avis, tu peux avoir tes moyens ou tes besoins qui évoluent, et t'as pas besoin de changer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et ça peut être intéressant. Par contre, effectivement, si c'est dans l'autre sens, ça me gêne un peu plus, quoi. Mmh. Ouais, et puis Ok, dans le bah sens où, écoute, bah, tu as parlé de Tesla parce que bon, c'est eux qui font, très bien les choses sur ce secteur-là. C'est vrai que eux ont pris l'habitude de faire, des mises à jour régulières de la voiture, et donc une voiture que vous achetez, bah, je sais pas, en 2020, bah, vous revenez 2 ans plus tard, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées, donc dont je pense beaucoup gratuites, et donc c'est une voiture qui évolue, donc on se rapproche aussi pas mal du monde des smartphones, des ordinateurs, ou sur lesquels vous achetez, l'ordinateur à une période, et plus tard, elle aura encore plus de fonctionnalités parce que bah, son fonctionnement aura été optimisé, ils auront réussi à rajouter des fonctionnalités, etc. Donc ça, oui, ça c'est vrai que c'est bien. Ça ouvre des portes, quoi. ça ouvre des Mm. portes et du coup, tu faisais le parallèle avec le smartphone, mais du coup, c'est même pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes une Tesla, le jour où tu l'achètes, c'est le jour où elle sera le moins bien. Ouais, c'est vrai. Versus ton smartphone où il va quand même, tu vois, en termes de perf, en termes d'autonomie et tout, décroître. C'est moins visible sur la voiture. Et en fait, voilà, par ce rajout gratuit ou payant de fonctionnalités, bah, tu fais vivre ton produit Mm, plus longtemps. Et puis surtout, effectivement, tu l'améliores et tu passes à côté de l'effet ah, il faut que je change parce que j'ai pas la mm. dernière Ouais, option qui me semble aujourd'hui bien sûr. indispensable. Mm, mm. Donc ça, c'est plutôt cool, effectivement, comme approche. Mais effectivement, ça veut dire qu'on n'est pas prêt d'arrêter de payer des abonnements. C'est sûr. Donc ouais, ça c'est assez affolant quand même. Voilà. Il y a des services d'ailleurs hein, qui existent qui te permettent justement de voir un peu l'intégralité des abonnements que tu payes. Ouais, parfois ça fait un peu peur de jeter le nez dedans. Ouais. Ouais. Je me suis Mais mis je à les faire sais mes toujours. comptes là depuis octobre, et du coup ça rend très très visible le nombre d'abonnements que j'ai. C'est ouais, ouais, il y en a Et beaucoup. à ce que j'essaye maintenant, mais c'est pas toujours facile, mais quand je prends un nouvel abonnement, j'essaye d'en débrancher un quelque part. Ah, c'est pas mal ça. Mais c'est pas toujours. Ça marche bien sur les services de streaming, tu vois, Ouais, mais bon, à voir. c'est À vrai. voir. Non, mais le pire, c'est Bon, les abonnements qu'on n'utilise pas, du coup.
Moi, je sais que C'est ça. Netflix, etc., je paye, mais je ferais mieux de louer un DVD, quoi, des fois. Un quoi? Tu sais, les vieux trucs, là. J'ai même pas de lecteur DVD, d'ailleurs. Mais non, Quelle quelle idée, sale embrouille. quelle idée. Ok, Ami, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet. Ouais. Tu voulais nous parler de quelque chose qui allait nous simplifier la vie. Dropbox qui nous simplifie la gestion de nos dossiers. Yes. Alors j'en ai déjà parlé ici, hein. Je découvre, si tu veux, j'ai un enfant qui est dans l'adolescence et qui commence à utiliser un ordinateur, et je découvre quelque chose qui me semblait être de la science-fiction, c'est que les jeunes générations ne connaissent pas bien le fonctionnement d'un ordinateur. Ils savent très bien utiliser un navigateur, rechercher un truc sur Google. Demande-leur ce que c'est qu'un dossier, un répertoire. C'est compliqué en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec des appareils qui ne fonctionnent pas de cette manière-là. Donc ils n'ont pas eu besoin d'apprendre, et quelque part, tu veux tes photos, elles sont dans l'application photo. Tu veux tes documents Word, elles sont dans l'application Word. Tu fonctionnes par appli. Donc tu n'as plus besoin d'avoir cette structure logique avec lesquels toi et moi nous avons grandi. Et du coup, il y a un vrai sujet, voilà, est-ce que on en parlait avec les icônes Ouais. il y a quelques mois, et les emojis, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses qui ont besoin d'évoluer. Et c'est vrai que les dossiers d'ordinateur tels qu'on les connaît, ça a vraiment pas trop évolué depuis des années, des décennies même. Et bon, les dossiers, voilà, c'est l'endroit dans lequel tu ranges des choses. Et puis, on a chacun des structures de rangement qui Ouais, peuvent différente. nous appartenir. Il n'y en a pas forcément de bonnes ou de mauvaises. Voilà, il faut juste qu'une avec laquelle on soit en phase. Et puis, des fois, quand on travaille en groupe, bah, il faut avoir une structure qui soit intelligible et facile à comprendre. Et en fait, voilà, au-delà de ça, les dossiers, ça a très peu bougé dans la forme. Et du coup, j'ai été étonné d'une nouveauté qu'a sorti Dropbox il y a quelques jours. C'est en bêta pour l'instant, hein. C'est en fait une fonctionnalité. Donc Dropbox, je ne vais pas te l'apprendre, c'est un système de cloud qui permet de stocker des fichiers, des dossiers, etc. C'est un acteur intéressant, Dropbox, hein, on en parle Oui, ils moins sont que très les autres. discrets, ouais, ouais. Mais en fait, il a un vrai parti pris. Il fait pas du copier-coller de ce que fait Drive ou Microsoft avec OneDrive. Il est autonome. Il appartient à aucun GAFA. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique aujourd'hui. Et il travaille beaucoup sur l'aspect collaboratif et voilà, il rajoute certaines fonctionnalités de manière assez régulière ces derniers mois. Notamment, ils ont rajouté une fonction qui permet de filmer son écran et de partager quelque chose, de faire une sorte de mini webinar et de partager ça directement avec le fichier sous Dropbox. Donc, ils essaient vraiment d'améliorer la collaboration. Et c'est là où je voulais en venir, ils ont rajouté une fonctionnalité intéressante sur les dossiers. Et c'est quoi en fait cette fonctionnalité? C'est une fonctionnalité qui te permet de créer ce qu'on appelle des dossiers automatisés. Qu'est-ce que c'est pour toi un dossier automatisé, Rémi? Est-ce que ça serait un dossier qui, quand tu mets des fichiers dedans, il les range automatiquement, il les trie automatiquement pour toi? Eh ben écoute, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un fichier sur lequel tu vas créer des règles d'automatisation. Et automatiquement, dès que tu vas mettre quelque chose dans ce dossier, bah, il va appliquer ces règles au fichier que tu mets dedans. Alors les règles, ça peut être des trucs, je pense à un truc tout bête. Admettons que tu as des fichiers des 12 derniers mois et que tu dises dans ce dossier-là, tout ce que je vais te mettre, tu vas me créer un sous-dossier par mois. Et le fichier, tu vas aller me le mettre directement dans le bon mois. Mmh. Amuse-toi à faire ça Ouais. régulièrement. Euh, et là, en fait, comme il sait quand a été créé le fichier, mais en fait, il va prendre cette donnée, il va automatiquement aller la ranger dans le bon répertoire, voire même te le créer s'il n'existe pas encore. Ça, c'est un exemple d'automatisation. Donc, c'est en gros le dossier qui, par rapport à des règles que tu vas lui fixer, va automatiquement traiter des fichiers et les ranger tout seul. Mmh. Et donc, voilà, tu as cette approche-là, puis tu as d'autres approches. Ça peut être appliquer, par exemple, des tags. Alors ça, je ne sais pas si c'est très utilisé sur Windows, mais en tout cas sur Mac, ça existe. Et Ouais, puis c'est vrai. sur d'autres systèmes, ça fonctionne pas mal. C'est le fait d'être capable de taguer des fichiers. Et bah, tu peux dire, pareil, de la même manière à Dropbox, de dire, quand tu vas mettre des fichiers dans un répertoire, automatiquement, tu vas leur appliquer un tag particulier. Mmh.
Ça peut être, je sais pas, le projet, ça peut être l'année, ça peut être ce que tu veux. Derrière, tu vas pouvoir rechercher les choses de cette manière-là. Autre exemple d'automatisation, tu peux imaginer par exemple avoir, on en parlait tout à l'heure, hein, un fichier. C'est important qu'il ait un titre clair. Et donc souvent, ce qu'on fait quand on travaille notamment en groupe, on a des sortes de conventions de nommage. On va dire bah, tel fichier, on va l'appeler, je sais pas, nom du projet, équipe et Ouais, date par exemple, ou année. Et derrière, du coup, quand tu vois le fichier ou le dossier, tu es capable de savoir exactement à quoi il fait référence. Bah, tu peux de la même manière dire, OK, dans ce répertoire, tout ce que je vais glisser, je veux qu'il suive cette convention de nommage, donc qui rajoute, je sais pas, le mois et l'heure ou tel tag dans le nom du fichier. Et automatiquement, ça va appliquer ces réglages au fichier. d'accord. Donc la fonction, elle est encore en bêta pour l'instant, Ouais, mais ça permet, voilà, tu peux faire vraiment traiter des fichiers en batch, hein, donc sélectionner une grosse liste de fichiers et vraiment avoir tout ça qui est rangé automatiquement, et puis et classer tout ça de manière complètement autonome, donc tu n'as plus à avoir le bordel dans tes fichiers. Donc une petite mécanique en entrée, et puis derrière, voilà, ça te gère quelque chose de clean. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? et ben, moi je trouve que l'idée de toute façon qui permet de mieux organiser tout seul, c'est cool. Après, faudrait pas que ça demande beaucoup, enfin beaucoup aussi, pourquoi pas, mais trop de, tu vois, de réflexion en amont pour dire alors quand il se passe, pour l'utilisateur en fait, que manuellement ils doivent dire s'il se passe ça, alors je mets ça. Mais du coup, j'irai tester juste après pour voir comment effectivement c'est mis. Mais dans l'idée, c'est bien, c'est génial. Moi, je sais que Dropbox, j'utilise assez peu, sauf pour tout ce qui est relatif à tout ce qui est administratif, etc. Je le range là parce que je sais que c'est bien organisé dedans. Et notamment, mes fiches de paie, je les mets tous les mois là-dedans. Donc peut-être que demain, il faudra que j'envoie juste à une adresse email et il va renommer le fichier automatiquement et le mettre dans le bon Peut-être avec dossier, les hein. mois, l'année, Donc ça, exactement. Et te les, c'est... et te les classer notamment par année. Tu Ouais, les mets tous dans ouais, un seul ouais, ouais. dossier, Ça peut être et pas par mal. mois et par année. Et pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, je pense que l'idée, c'est quand même, tu vois, quand tu es justement en collaboration ou quoi, c'est peut-être simplement de même pas avoir à t'en occuper. C'est-à-dire Ouais, que quand tu es dans une équipe, ouais, tu as le gestionnaire de l'équipe ou la personne qui est en charge de ça qui va définir une règle en disant, bah voilà, tous les fichiers qui sont dedans, ils sont classés par mois, point barre. Et du coup, en fait, toi, tu n'as même pas à t'en préoccuper. Tu glisses tes fichiers et puis la règle s'appliquera tout seul, en fait. C'est mm. ça la magie du truc. Ouais, c'est sûr, ouais. Oui, c'est encore mieux Donc, du coup, ouais. Ouais, bon, à voir, effectivement, ça peut être juste une expérimentation qui finalement ne débouche sur rien. Mais en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup que ce genre de fonctionnalité soit intégrée aux OS, hein, donc ouais, à Windows ou à macOS, parce que franchement, je me verrais bien utiliser ça parce qu'il y a un vrai sujet sur effectivement On a tous vu des bureaux, le mien, on est l'illustration, où il y a 1 milliard de fichiers. ouais. Bah, en fait, voilà, j'aimerais bien que automatiquement ça me classe dans un répertoire et que ça me classe les fichiers par type de fichier dans un dossier particulier, ou tu vois, ou par mois ou je ne sais quoi. Et ça peut être intéressant, quoi. Parce qu'après, si tu as besoin de dire, OK, bah, je veux voir les fichiers dont je me suis passé depuis 12 mois, tu ouvres directement le répertoire et tu gagnes beaucoup de temps. Et Ouais, ça, voilà, ça, possible. ça m'intéresse pas mal en termes de features. Et je trouvais intéressant de partager avec vous cette nouveauté parce que c'est pas un sujet sur lequel on voit beaucoup de nouveautés, Oui. et pour autant on travaille en permanence, en tout cas nous les vieux, avec des dossiers et des fichiers. Donc voilà, ça m'intéressait de partager ça avec vous. Eh ben super. Merci beaucoup, Greg. Voilà, si vous avez des astuces magiques pour organiser des répertoires, je suis preneur en commentaire. N'hésitez pas, vous pouvez répondre aux épisodes ou poser une question directement depuis le lien qui est dans les notes Ouais, des émissions. exactement. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, genre 5 étoiles par exemple. Que 5 étoiles. Voilà. Parce que les podcasts, c'est hyper difficile à faire découvrir. Voilà, et puis parlez-en autour de vous. N'hésitez pas, on me le dit souvent, j'ai pas eu le temps d'écouter ton dernier podcast, voilà, prendre le temps. Vous faites des trajets en voiture, vous êtes dans les bons embouteillages, vous êtes dans le métro, vous avez un collègue qui parle fort au téléphone, vous Tac. nous mettez dans les oreilles. On est quand même, on parle de tech, mais on n'est pas collé à l'actu, ce qui fait que voilà, vous pouvez très très facilement reprendre un épisode d'il y a 2-3 mois
il sera complètement valide. Et Tout à c'est un fait. peu comme ça qu'on a construit notre, nos podcasts. Et donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de... voilà, vous pouvez toujours vous rattraper si vous n'avez pas écouté un ancien épisode. Et si vous découvrez le podcast aujourd'hui, vous pouvez vous retaper toute la saison 1 avec grand plaisir, parce que voilà, il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser là-dessus. Et si vous avez écouté toute la saison 1 et le premier épisode de la saison 2, et que vous avez des sujets que vous aimeriez voir écouter, ou des explications sur des sujets que vous avez vu passer et que vous n'avez pas eu le temps d'approfondir, n'hésitez pas. Donc, soit vous pouvez nous laisser un message sur la plateforme Encore, ANCHOR, on vous met le lien directement dans la description, ou directement, comment est-ce qu'ils pourraient nous contacter sur LinkedIn, sur notre Twitter, encore un podcast tech, sur YouTube, encore un podcast tech, vous mettez un commentaire. Ou vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter qui vous prévient dès qu'un épisode sort. C'est encore un podcast.tech. Et donc là, dès que vous recevez un email, vous y répondez et on vous y répondra avec plaisir. Et donc là, voilà, vous pouvez donner des suggestions, etc. On les prendra avec grand plaisir. Ou même des idées, Voilà, des invités il y a plein surprises. de moyens, des invitations, Voilà, voilà, des thématiques. N'hésitez pas, nous on est preneurs, on est super preneurs, et il y a plein de moyens de nous contacter. tout à fait. Donc ça, je pense que si vous êtes un tout petit peu motivé, il n'y a aucun problème. Même si vous n'êtes pas motivé, vous y arriverez. Ouais, et puis si vous n'êtes pas motivé pour nous contacter, laissez-nous quand même un avis. 5 étoiles, 5 étoiles, c'est tout. Que 5 étoiles. Voilà, et du coup, où est-ce qu'on te retrouve, Rémi, entre deux épisodes? Ah là, moi, on peut me retrouver sur ma newsletter hebdomadaire qui parle de tech, lebrief.tech. Et toi, Greg, tu envoies une Attends, newsletter aussi? excuse-moi, il y a pas une autre newsletter dont tu pourrais nous Si, parler si, aussi? si, tout à fait. J'ai lancé une autre newsletter hebdo qui est plus relax, sans rien à lire. Dedans, il y a une sélection de 5 œuvres d'artistes digitaux que j'ai choisi et que je partage chaque vendredi matin. Et je vous mets le lien parce qu'en fait, j'ai pas encore de lien court, donc il faut que j'en crée un. Je vous le mets. C'est Oh, this is interesting. C'est en anglais, mais comme il n'y a pas beaucoup de texte, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Comme c'est des images, ça va, Ouais, on comprend quoi. ça va. Ok, bah Et écoutez, Greg, moi, si toi, vous... t'as Ouais, une bah moi je newsletter, suis c'est ça? toujours... Ouais. Et ouais, Ouais. j'ai une Une newsletter seule? qui... Une seule, ouais, ouais. Ça demande déjà beaucoup de boulot. C'est quoi déjà l'adresse? Bah écoute, c'est très simple, c'est Greg Taïeb, GREGTAIEB.substack.com. Génial. Et donc, il y a les liens dans les notes de l'émission, là aussi, très simple à retrouver. On a fêté nos 1 an il y a quelques semaines. Mhm. Et donc, c'est un joli projet, je continue de prendre beaucoup de plaisir à la faire. Donc, je comprends pourquoi tu en as lancé une deuxième. Et, Trop de euh, temps et donc, libre. voilà, je vous encourage vraiment à nous lire ou à échanger ou à nous dire quel sujet vous intéresse. En tout cas, on est preneur et surtout des choses qui vont pas aussi, ça nous intéresse. Mhm. On est dans une marge de progression. Et puis voilà, d'ici là, on vous dit rendez-vous dans 15 jours. Rendez-vous dans 15 jours. Salut! Salut!